Le projet de la révision constitutionnelle a été déposé sur la table lors du Conseil des ministres du jeudi passé. Un constitutionnaliste se prononce. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Imam Mahmoud Dicko, a reçu la visite d'une délégation du shérif de Nioro ce jeudi 27 décembre 2018. La délégation est porteuse de messages, de félicitations et de soutien du shérif au président Dicko. Les dispositions prises par l'Agence nationale de la sécurité routière pour les fêtes de fin d'année, les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé dans les titres, après une tentative de révision de la Constitution rejetée par l'opposition et la société civile en 2017, le Conseil des ministres du jeudi 20 décembre 2018, présidé par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, vient de remettre le projet sur table. Notre équipe de reportage s'est approchée à Dr Foussena Doumia, constitutionnaliste, afin de savoir si cette révision constitutionnelle est-elle nécessaire. Il est au micro de Katiatou Kido et de Roger Kanouté. La constitution malienne, c'est l'une des constitutions les plus stables au monde. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire parce que depuis qu'elle a été mise en place en 1992, elle n'a fait l'objet d'aucune réforme. Alors, elle existe depuis presque aujourd'hui plus de 25 ans. Alors que le droit constitutionnel a beaucoup évolué, les circonstances du moment ont fait qu'il faut qu'on essaie de réviser la Constitution. Parce que moi, je dis, bon, elle est vraiment stable, mais aussi, je me dis, elle est aussi dépassée. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes nouveaux, il y a beaucoup de principes nouveaux, de dispositions nouvelles, n'est-ce pas, qui doivent être inscrits dans la Constitution malienne. Jusqu'à présent, le Mali ne l'a pas fait. Alors, il y a des dispositions d'ordre international qui demandent à nos différents États d'inscrire ce qu'on appelle certains principes dans nos différentes constitutions. Jusqu'à présent, le Mali ne l'a pas fait. Alors, la procédure, elle est totalement lourde parce qu'il faut un référendum. Alors, il y a de ces dispositions mineures, s'il faut organiser tout un référendum pour les inclure dans la Constitution, ça pose extrêmement de problèmes. Donc, la Constitution malienne, franchement, doit être révisée aujourd'hui, non seulement pour tenir compte à l'évolution du droit constitutionnel, mais aussi aux circonstances du moment que nous vivons. Parce qu'en réalité, cette Constitution a même atteint ses limites dans les différentes résolutions de la crise dans notre pays. Le Mali a signé des accords qui doivent être matérialisés sur le plan juridique pour leur application. Jusqu'à présent, on n'arrive pas du tout à le faire. Donc aussi, cela s'ajoute à l'évolution du droit constitutionnel. Donc la révision, elle est impérative, elle est inhérente. Au Mali, il y a ce qu'on appelle, dans la constitution malienne, il y a ce qu'on appelle un article unique qui est réservé à la révision constitutionnelle, ce que j'appelle la procédure de droit commun, la procédure de principe qui concerne la révision de la Constitution, qui est notamment prévue par l'article 118. L'article 118 qui permet, n'est-ce pas, à la Constitution malienne d'être révisée, d'être modifiée. Cet article 118 a fait l'objet d'une polémique vive au moment des réformes précédentes, parce que pour réviser la Constitution malienne, il faut un référendum. Également, il y a une disposition qui dit que on ne peut pas organiser une révision constitutionnelle tant que l'atteinte à l'intégrité territoriale du pays est menacée. Donc ça risque franchement de susciter le fameux débat concernant l'atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Parce que selon plusieurs observateurs, selon plusieurs experts, c'est toujours d'actualité cette question d'atteinte à l'intégrité territoriale. Donc la grande question qui mérite d'être posée au regard de cette difficulté, est-ce qu'il est totalement possible de parvenir à une réforme reçue? La question mérite d'être posée. Il y a aussi une autre procédure à laquelle les gens ne s'agrippent pas beaucoup, c'est
la procédure que moi j'appelle dérogatoire, qui est prévue notamment par l'article 41 de la Constitution, qui permet notamment au président de la République, n'est-ce pas, de saisir directement le peuple autour de toute question d'intérêt national, autour de tout projet de loi concernant la vie de la nation. Cette forme de révision constitutionnelle fait débat aujourd'hui autour des différents experts en droit constitutionnel, mais elle a été recourue par la France, notamment sous général de Gaulle, par 2 fois, c'est-à-dire en 1962 et en 1969. Certains États africains l'ont utilisé pour non seulement changer leur constitution, mais aussi la réviser. Le Sénégal l'a fait en 2001 pour changer sa constitution. La Guinée-Conakry aussi l'a fait sous le président Lassana Conté, beaucoup d'autres États. Donc ça aussi, c'est une procédure tout à fait possible pour réviser la Constitution, même si ça fait aujourd'hui débat, ça fait polémique, mais ça permet notamment au président de la République de sauter, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale pour saisir directement le peuple pour la révision de la Constitution. Mais la plus grande problématique qui se pose, le plus grand obstacle à cette réforme constitutionnelle, c'est la division du peuple malien aujourd'hui. Nous sommes en crise. Ce n'est pas dans la division qu'on puisse parvenir à une réforme consensuelle et inclusive, parce que le Conseil des ministres a été très clair cette fois-ci pour instruire au Premier ministre d'aller dans le sens d'une réforme. Mais quelle réforme? Une réforme consensuelle et inclusive. Ce qui a totalement son sens, parce que la situation de crise que nous vivons aujourd'hui demande surtout une réforme consensuelle et inclusive. Et les différentes tentatives de réforme qui ont échoué, l'une des raisons pour lesquelles elles ont été couronnées par un échec, c'est le caractère exclusif, n'est-ce pas, de la réforme. Alors, même dans un État normal, pour l'adoption d'un certain nombre de textes d'une importance particulière, on demande un certain nombre de consensus, surtout un État aussi en crise comme le Mali. Donc le consensus est extrêmement important. Le caractère inclusif de la réforme est particulièrement très important pour parvenir à une réforme reçue. Il faut qu'on essaie de sortir de cette situation avant de parler de la réforme. Donc il faut que le peuple malien se retrouve autour de l'essentiel, la cohésion nationale, la stabilité sociale, la sécurité, parce que c'est l'avenir de toute une nation qui en dépend. La mosquée Don Mahmoud Dicko est imam, a servi de cadre de réception ce jeudi 27 décembre 2018 d'une délégation venant des Nioro du Sahel. Porteuse de messages de félicitations et de soutien du shérif de Nioro, Bouye Haïdara, la foule n'a pas été à marge de cette rencontre qu'elle considère comme une cause nationale. L'imam Mahmoud Dicko s'est dit très ravi de cette visite. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Amara Babé Diallo, Msatimbili. Mes impressions, c'est que c'est une joie immense que je ne peux pas exprimer. Un soutien venant du shérif de Nioro est un soutien inestimable pour moi. Mais ça ne me surprend pas que ça vienne de lui. Connaissant ce qu'il est, de lui qu'il y ait un tel soutien me réconforte. Ce n'est que quelque chose qui doit se faire et ça s'est fait. Qui connaît qui est Mohamed Ould Cheikhna, si tu le connais, tu sais d'où il vient. Ce n'est pas étonnant que lui, sa position, soit ce qui a été aujourd'hui exprimé. Je n'ai pas été trahi par personne. Je ne comprends pas ça comme ça. Je ne m'exprimerai pas comme ça. Vous savez, il y a 10 ans que je suis président du Haut Conseil. Je travaille avec des gens, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Pour une fois qu'on ne s'est pas compris sur une question, pourquoi en faire une trahison? Non, ce n'est pas une trahison. Non, pas du tout. Je n'ai été trahi par personne. Non, non, non.
Et je veux vraiment que les choses soient claires et que les gens le comprennent. Moi, je ne comprends pas ça comme trahison. Je comprends tout simplement que nous sommes des hommes. Il y a une question qui est là. Chacun peut avoir son point de vue. Il peut y avoir des divergences entre nous, mais moi, je ne pense pas que ça soit une trahison. Et je ne le comprends pas comme trahison. Voilà. Prochainement, on verra. Nous venons d'annoncer une initiative d'une journée de grande prière pour notre pays que nous pensons, Inch'Allah, par la volonté de Dieu, organiser sous le parrainage du grand shérif de Nioro, Inch'Allah. Nous voulons le faire très prochainement. Le message, c'est d'abord demander à tout le monde de prier et d'être unis et puis d'être vigilant et attendre ce qui va être dit prochainement. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, Anazer, a fait le point sur les dispositions prises par son département par rapport à la sécurité de la route en cette période de fin d'année. Il n'a pas oublié de souhaiter ses meilleurs vœux à la population malienne. C'était au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Il est au micro de Fatimata Koulibaly et de Oumar Traoré. Les fins d'année, généralement, c'est des périodes où la mobilité est beaucoup accentuée. Je répète, la fin d'année est une période où la mobilité et le trafic sont très élevés, et ce qui n'est pas sans risque, naturellement. Alors, cette fin d'année se caractérise par plusieurs aspects. Le premier aspect, d'abord, c'est que c'est la fin d'année. Il y a des fêtes, et ce qui facilite aussi le mouvement des gens. En deuxième position, nous avons la période des congés de Noël. Les enfants ne sont pas à l'école, ils sont aussi dans la circulation. Et en troisième lieu, c'est la période des récoltes. Le Mali est un pays d'agriculture. Vous savez qu'à la fin de la saison, la période des récoltes, il y a assez de mouvements au niveau de la race campagne par rapport au transport des produits agricoles des champs vers les secteurs de consommation, de transformation, de commercialisation. Ce qui accentue davantage le trafic, le volume de trafic sur la route. Tout cela multiplie les risques liés à l'usage de la route. C'est ce qui fait que l'Agence nationale de la sécurité routière, qui du 1er janvier au 31 décembre continue à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour efficacement lutter contre l'insécurité routière. La fin d'année est une période particulière. Pourquoi? Parce que la mobilité elle est encore beaucoup plus accentuée. C'est ce qui nous amène à adopter des stratégies, des plans pour pouvoir mieux lutter contre l'insécurité routière afin de minimiser les risques d'accident de la circulation routière en fin d'année. Et toute cette stratégie, toutes ces mesures que l'ANASER entreprend en partenariat avec ses collaborateurs directs rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des orientations et les instructions du ministre des Transports en matière de sécurité routière. C'est ce qui nous amène à adopter certaines stratégies qui commencent d'abord par la communication. La communication est pour nous la stratégie la plus efficace pour nous. Au-delà de la communication, nous avons d'autres stratégies qui sont, entre autres, le partenariat, le renforcement de partenariat avec ceux-là même qui sont chargés de surveiller la route. Il s'agit de la police et puis de la gendarmerie, qui, à des périodes comme ça également, redoublent de présence du SIAZI sur le terrain. Et au-delà de ces partenaires, nous travaillons également avec un autre maillon qui est extrêmement essentiel en matière de sécurité routière, c'est la protection civile. La protection civile a un rôle majeur dans la survie du blessé, de l'accidenté. Au-delà des services sur la route, que sont la police, la gendarmerie et la protection civile, l'ANASER continue son partenariat avec les services tels que les associations, les privés. Nous avons un partenariat très avancé avec les privés, tels que les associations, les ONG, qui luttent contre l'insécurité routière.
Et nous avons aussi un plan, on a élaboré un plan d'action avec ces associations pour mieux communiquer avec les usagers, pour mieux apporter les informations qui vont souvent au porte-à-porte. Souvent, on rentre même dans les familles riveraines des axes routiers, des voies urbaines, pour expliquer le problème d'insécurité. Vous savez, les jeunes sont les plus impliqués dans les motos, dans les accidents des motos. Donc, je les invite à accepter de porter, de faire le port du casque un réflexe. Et d'inviter les conducteurs de motos à éviter les supports à 3, les supports à 4 sur les motos. C'est extrêmement dangereux et ça ne conduit qu'à malheureusement à des tragédies. D'éviter de téléphoner lorsqu'on est en train de conduire. Ce n'est pas conseillé. Et d'éviter de boire de l'alcool ou bien de fumer des substances et de se mettre en conduite. C'est des pratiques qui ne peuvent pas aller ensemble. J'invite les usagers de la route à éviter l'excès de vitesse. Je l'ai dit tantôt, la vitesse excessive a été reconnue comme la première cause des accidents de la circulation routière au Mali. Donc évitons l'excès de vitesse. Les textes sont très clairs là-dessus. En race campagne, il ne faut pas dépasser 90 km à l'heure. Lorsqu'on est à Bamako, en agglomération, dans les villes, on ne doit pas dépasser les 50 km à l'heure. Ils ont beaucoup plus preuve de responsabilité et de retenue dans la circulation et que cette fin d'année soit une fin d'année de joie, de plaisir, de fête dans les familles et non une période de tragédie et de recueillement. Donc, je souhaite que cette fin d'année soit une fête, que la fête soit belle et que l'ensemble des usagers se rappellent, que tout le monde se rappelle qu'il y a une vie après la fête. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.